Les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire à l'heure du confinement, c'est l'instant partage d'expériences face au coronavirus et nous sommes maintenant avec Jean Moreau, le fondateur de Phoenix, qui redistribue des invendus alimentaires aux associations qui en ont besoin et qui a largement élargi sa palette d'activités ces dernières années. Bonjour Jean. Bonjour Frédéric. Comment se porte Phoenix à l'heure du coronavirus? Là, vos activités, elles sont à l'arrêt? On prend un ralentissement de l'activité, hein, évidemment, comme la plupart des acteurs économiques, comme l'écrasante majorité des acteurs économiques. On a la chance, cela dit, d'être sur un secteur qui est celui de l'alimentaire, qui est notamment la grande distribution, qui est relativement résilient, pas trop cyclique, et puis qui est préservé dans la crise puisque les magasins continuent d'être ouverts. Nos clients Leclerc, Intermarché, Super U, Franprix, Casino et consorts sont toujours ouverts. Donc, par rapport à des gens qui seraient dans le tourisme, dans la culture, dans l'événementiel, on est moins sinistré, disons. Mais on a quand même deux effets. À la fois la baisse des volumes dans les magasins, puisque les magasins sont plutôt en rupture de stock qu'avec des invendus sur les bras, ce qui en soit une bonne nouvelle, mais pour nous, ça crée une baisse d'activité. Deuxième chose, les magasins sont relativement désorganisés, en manque de personnel. Donc, les sujets de dons, de solidarité alimentaire sont parfois dépriorisés par rapport à juste approvisionner les rayons et être sûr que les clients sont servis. Et puis, côté demande, donc côté secteur associatif, puisque nous, notre métier historique de base, c'est de mettre en contact la distribution avec les assos caritatives. Là aussi, il y a deux sujets. Certaines assos ont fermé complètement pour cause de sanitaire. D'autres ont fermé partiellement certaines antennes, celles où les bénévoles sont les plus âgés et les plus vulnérables. Donc voilà, on a un peu la double peine des magasins qui sont un peu en panique et en sous-effectif par rapport à l'afflux de personnes qu'ils ont, et des associations qui, elles aussi, prennent toutes les précautions et donc la plupart ont fermé. Pour l'activité de Phoenix, ça veut dire qu'il reste quoi, 10-20% d'activité par rapport à la Non, normale? non, je dirais pas ça. On arrive à maintenir un bon taux de service, donc un bon taux de collecte et de ramasse alimentaire dans les magasins, parce que nous, on fait le bouche-trou et qu'on prend nos camions et qu'on va faire avec nos salariés dans toutes les conditions sanitaires effectivement à respecter, mais on va parfois préserver les alimentaires et faire du coup un peu les pompiers de l'anti-gaspi et de la solidarité. Donc on estime l'impact à moins 40%, voire moins 50%. Donc on a une partie de l'activité qui tourne vraiment au ralenti et une partie de l'activité qui est maintenue. Ah, et dans l'activité qui est maintenue, il y a toute cette partie logistique. Donc, ça veut dire que les collaborateurs de Phoenix travaillent toujours. Ils ne sont pas en confinement, ils sont sur le terrain. Alors la consigne qu'on a donnée, c'est évidemment tout le monde en télétravail, à la fois à Paris où on a le gros des équipes, on est 80, et puis dans toutes nos antennes régionales, on est 25, on a 25 antennes régionales en France, donc tous les gens sont en télétravail. Et sur la base du volontariat, les chefs de projet qui ont souhaité aller sur le terrain, se rendre utile et maintenir le lien de solidarité, ont le droit de le faire, encore une fois, sous couvert de respecter toutes les contraintes sanitaires, mais ont le droit d'aller faire des ramasses et prêter main forte aux assos, et donc c'est ce qu'on fait. Donc voilà, à peu près 2 ramasses sur 3 sont maintenus, ce qui correspond à la moitié de nos volumes, grosso modo. Comment se porte la trésorerie de Phoenix? Là, vous pouvez tenir combien de temps dans cette activité totalement Alors, inédite? nous, on a la fierté, mais aussi le malheur dans les temps actuels d'avoir 170 salaires qui tournent à plein régime, puisque ce sont nos salaires mensuels. Dans une activité où en face, on a la moitié du chiffre d'affaires qui a disparu, qui s'est volatilisé, donc forcément, on a un impact sur le cash. Donc l'activité n'est pas en grande forme et on regarde avec les RH, notre expert comptable et notre avocat en droit social, dans quelle mesure on peut, sur certaines équipes, avoir recours au dispositif du gouvernement, notamment l'activité partielle. On n'est pas encore sûr d'être éligible, on n'est pas encore sûr de vouloir tirer sur la corde, mais on va probablement devoir le faire pour une partie de l'équipe. Donc nous, on brûle du cash tous les mois, ça c'est clair, toutes les semaines même, là, de façon assez significative. Après, on n'est pas les plus à plaindre parce que nous, on a eu la chance de sécuriser une levée de fonds juste avant que les marchés ne se ferment. Donc nous, on Très, a de l'argent très en grosse banque. levée de fonds, effectivement. On avait fait une très grosse levée de fonds de 15 millions d'euros il y a à peu près un an, un peu plus, qu'on a complété au mois de février. Donc je sais pas si on a eu une écreux ou une bonne étoile, mais on a fait entrer Danone Manifesto Venture, le fonds d'impact du groupe Danone, au capital juste avant. Donc voilà, on n'est pas en stress à court terme, mais néanmoins, comme tout bon gestionnaire, on va commencer à prendre les mesures qui s'imposent en termes de gel de certaines embauches, gel de certaines dépenses, notamment les dépenses marketing, communication, qui à l'heure actuelle seraient assez malvenues. On ne va pas commencer à prospecter, à agresser des clients ou des partenaires.
on laisse, on laisse les choses suivre leur cours et on reprendra ses efforts d'acquisition plus tard. Alors en communication, justement, comment est-ce que vous vous positionnez en ce moment? Est-ce que vous passez des messages en externe sur votre activité? Comment ça se passe pour vous? Alors nous, on a fait 3 gros partenariats. La première décision qu'on a faite en équipe le jeudi, le vendredi avant que la crise n'éclate et avant qu'on soit tous confinés le mardi suivant, on a décidé de rendre notre application mobile gratuite. Donc nous, on est à côté du métier que j'ai décrit, qui est digitaliser et généraliser le don alimentaire des invendus aux assos d'aide alimentaire. On a une appli mobile grand public qui connecte les commerçants de quartier, n'importe quel boulanger, charcutier, restaurateur, avec les consos autour de lui, qui peuvent racheter à prix cassé les invendus en fin de journée. Et donc ça, normalement, on prend une commission qui est de l'ordre d'1 € par panier vendu, 1 € par transaction, un peu moins, mais pour simplifier, ce sera ça. Et on l'a rendue gratuite. Pour tout le temps de la crise, on ne prélève pas de commission sur aucun panier. En soutien aux commerçants, tout le flux d'argent lié à la revente de leurs invendus leur est rendu et on ne fonctionne rien. Et donc là-dessus, on a eu de la communication plutôt subie que maîtrisée, c'est-à-dire que les gens ont relayé cette activité-là. Après, on a fait un partenariat avec Stewart, qui est une filiale du groupe La Poste, qui fait de la livraison de colis et de la livraison de courses à domicile. Et donc, toujours pareil, dans la même logique de soutien aux petits commerçants, et pour que les gens puissent rester chez eux, on a depuis lundi un deal avec Stewart pour que les invendus, des paniers d'invendus, des paniers anti-gaspi, soient livrés directement aux particuliers au pied de leur porte. Et puis là, récemment, on a, avec toute une série d'acteurs, notamment la plateforme de crowdfunding Mimosa, avec une appli Give qui fait aussi du don d'objets entre particuliers. Avec plusieurs autres, on a créé une opération de crowdfunding pour financer de l'achat de nourriture de qualité pour le personnel soignant. Donc voilà, chaque individu peut mettre 5 ou 10 € et financer l'achat de nourriture de qualité pour pour le personnel soignant. On est toujours ouvert et donc nos services sont toujours disponibles, voire disponibles avec un rabais, parce que dans la période actuelle, on fait des efforts pour ne pas facturer trop cher. Mais nous, on a donc la baisse d'activité, mais on a aussi un pic d'activité très ponctuel qui est quand tous les restos ont fermé, quand beaucoup d'entrepôts ont fermé, beaucoup de magasins non alimentaires ont fermé, beaucoup d'usines ont fermé, on s'est retrouvé avec un gros pic de volume d'invendus, de cuisine qu'il fallait déstocker, de frigo qu'il fallait déstocker. Et donc pendant 2, 3, 4 jours, même une semaine entière, on a eu des palettes et des palettes entières de produits. Donc il fallait faire comprendre aux gens qu'on était là, qu'on existait et qu'on avait ces solutions pour que tous les produits ne terminent plus à l'incinération ou en décharge. Et vous avez réussi à absorber ce flux-là? Oui, on a réussi à absorber une partie des flux. Alors parfois c'était des flux assez colossaux. On avait, je sais pas, on a eu des palettes par centaines, des camions remorques aussi. En Mais Île-de-France principalement? en Île-de-France, mais un peu partout. On a eu des producteurs de fraises dans l'Aveyron. On a eu en Bretagne des tomates cerises en pagaille. Enfin, voilà, un peu partout. La fermeture des usines, la fermeture des cuisines centrales et des cantines, des collèges, des lycées, des crèches et des écoles, fait qu'on avait des afflux massifs de repas. Au moins les premiers jours. Après, ça s'est calmé parce que la production a été arrêtée, mais les premiers jours, on croulait sous l'offre. Et la redistribution s'est faite à destination de quel type d'association du coup? Alors, un peu toutes les assos classiques, à la fois les grands réseaux qu'on connaît tous, hein, Secours catholique, Banque alimentaire, Croix-Rouge, Secours populaire euh, et Restos du Cœur. Et puis aussi plein de petites assos de quartier moins connues qui font un travail formidable et qui sont sur le terrain, qui ont juste pas les mêmes réseaux et la même puissance médiatique que les gros réseaux traditionnels, mais qui sont ouvertes et qui sont plus que jamais mobilisées pour maintenir l'aide alimentaire. Est-ce que cette crise, Jean, va pousser Phoenix à se réorganiser ou à prendre des décisions structurantes? Alors nous, on était déjà une entreprise, pas une entreprise libérée au sens propre du terme, parce qu'on a un fonctionnement qui reste assez classique, même s'il est plutôt horizontal et plutôt transparent, mais du fait de notre organisation avec 25 antennes régionales, à Dijon, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Lille, etc., on avait déjà un fonctionnement très, très éclaté en télétravail, avec beaucoup de vidéoconférences. Donc là-dessus, ça va pas, on va gagner en efficacité, ça va mieux fonctionner probablement. Mais ça va pas changer drastiquement. Après, ça va nous forcer peut-être à rationaliser le portefeuille d'activités, puis peut-être à arrêter certaines activités ou certains produits qui sont
pas dans le cœur de la stratégie, donc faire des efforts de rationalisation. Et puis malheureusement, on va ralentir le rythme des embauches. On va geler certains projets, certaines dépenses, certains investissements. On voulait faire, pour être très concret, on voulait ouvrir 4 nouveaux pays en Europe en 2020. C'était le budget 2020 qu'on avait présenté à nos investisseurs et à nos actionnaires. Probablement qu'on en fera qu'un ou deux maximum, quoi. Donc on va réduire la voilure, on va aller moins vite et on va recentrer sur le cœur d'activité, la France, le cœur du réacteur, et tous les projets qui sont pas centraux, on les décale. Et puis vous-même, Jean, pendant cette crise, vous avez été touché dans Ouais. votre santé. Vous pouvez nous en dire un mot? Alors moi, c'était juste avant le confinement, le mercredi, jeudi, avant de partir en confinement. J'ai eu ce que depuis j'ai compris comme étant diagnostiqué le Covid. J'ai commencé par une perte de goût et d'odorat brutale du jour au lendemain, en une nuit. Je me suis réveillé avec plus du tout d'odorat, plus du tout de goût, avec de la fièvre et avec des suées nocturnes. Donc pas une grosse fièvre, hein, 38 et demi. Pas beaucoup d'autres symptômes, pas de tout. Donc j'ai une forme light de la chose, mais la téléconsultation m'a diagnostiqué positif. Et puis mon appel au 15 aussi, parce que je savais pas trop comment il fallait que je fasse, parce que j'ai été confiné avec ma famille et mes parents, qui sont pas tout jeunes, m'ont confirmé aussi que ces symptômes-là étaient dans le haut de la liste d'une forme légère du Covid. Donc tous les gens qui pressentent maintenant une perte de goût, une perte d'odorat, attention, c'est un symptôme qui n'est pas très connu, mais qui est un symptôme typique. Ça a duré combien de jours? Ça a duré une douzaine de jours. Douzaine de jours sans aucune sensation de goût et d'odorat. Et là, depuis 2-3 jours, je commence à retrouver une partie de mes sensations et une Et donc partie ça va mieux aujourd'hui? Donc ça va mieux, ça va mieux. Mais de manière générale, moi, j'ai pas été en détresse respiratoire. J'ai pu continuer à travailler, etc. Je me suis reposé, j'ai fait des grosses nuits, mais j'ai pas été ravagé, quoi. Jean, est-ce que vous auriez une astuce à partager pour les autres entrepreneurs sociaux et entreprises de l'économie sociale et solidaire qui essayent elles aussi de résister pendant cette crise? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Je pense que le principal conseil que j'entends de toutes parts, des gens qui ont vécu les crises de 87, de 2000, la bulle Internet, et puis de 2008, les subprimes, tout le monde nous dit qu'en l'absence de visibilité sur le calendrier de reprise et sur la rapidité du rebond économique, la seule chose qu'on peut faire, c'est maîtriser sa base de coûts. Donc, c'est un point de vue, c'est un conseil très pragmatique et très homo economicus, mais il faut dès maintenant, sans attendre, serrer la vis, serrer les boulons, geler les dépenses inutiles, revoir le plan d'embauche, le plan d'investissement, et faire ce qu'on appelle de la réduction de coûts, du cost killing, parce que c'est le seul levier de gestion saine qu'on a à court terme, c'est maîtriser ses dépenses. Eh bien, merci beaucoup, Jean Moreau, pour ce partage d'expérience. On vous souhaite Merci Frédéric. évidemment de reprendre 100% de votre bon état de santé. Bon confinement, parce qu'il faut continuer le confinement, évidemment. Il faut continuer à rester chez soi. Voilà, continuez à rester chez vous. Bon courage à toute l'équipe. Et puis, quant à vous, derrière votre écran qui nous regardez, vous pouvez commenter cette vidéo sur les réseaux sociaux de Mediatico. Vous pouvez aussi nous envoyer vos témoignages d'entrepreneurs sociaux et d'acteurs de l'économie sociale et solidaire à l'adresse contact@mediatico.fr. C'est peut-être vous qu'on interviewera demain. D'ici là, bon confinement, restez chez vous, protégez-nous. Ciao. Merci Jean.